La meilleure façon de comprendre ce qu'est l'État, c'est de regarder comment il interagit avec les populations qu'il tend à servir, comment est-ce que les acteurs de terrain, finalement, tendent à mettre en œuvre ces politiques-là. Que la meilleure façon de capturer les tensions au sein de l'État ou même les motivations de l'État, c'est vraiment de regarder ces interactions-là à l'échelle vraiment micro plutôt que de seulement étudier les grands discours, les grandes lois et les grands budgets. Donc, on définit la mise en œuvre des politiques comme un ensemble d'actions qui sont déployées pour réaliser les mandats. C'est comment est-ce que cette politique-là est opérationnalisée et comment elle est aussi vécue. Comment sont mises en œuvre les politiques destinées aux immigrants? Est-ce qu'il existe un décalage entre les discours de l'État sur l'immigration et les politiques de terrain? Que pensent les agents de première ligne des politiques destinées aux immigrants? Cet événement présente un dialogue transatlantique autour de ces questions entre des chercheurs et des représentants actifs sur le terrain. Notre point de départ et notre point d'ancrage est un nouveau numéro spécial de la revue Liens social et politique intitulé Redessiner les contours de l'État, la mise en œuvre des politiques migratoires. Les intervenants de cette conférence vont explorer les rôles changeants des acteurs associatifs, les contraintes de l'action publique contemporaine et les dynamiques transversales rencontrées dans le cadre de la prestation des services aux immigrants. Pourquoi est-ce qu'à vos yeux, c'est important de faire attention justement à cette question de la mise en œuvre des politiques migratoires ? Assurer une veille sur la mise en œuvre des politiques migratoires est importante dans une optique de défense des droits des personnes immigrantes et réfugiées. Dans ce cadre-là, les questions à se poser sont les suivantes. Les mesures proposées sont-elles accessibles en regard des réalités variées des familles immigrantes en termes de statut, de parcours migratoire, de situation familiale? Ces mesures excluent-elles certains groupes? Ces mesures sont-elles pertinentes en regard des besoins réels des personnes immigrantes et réfugiées? Un gros travail de documentation est fait par le milieu communautaire en immigration avec ou sans la collaboration des chercheurs pour documenter les enjeux que vivent les familles immigrantes et réfugiées et aussi les pratiques porteuses d'inclusion. Donc ça, c'est un peu notre cadre de référence quand on voit arriver une politique ou qu'on observe sa mise en œuvre. Une autre question essentielle à se poser est la suivante. Dans quelle mesure le gouvernement se donne-t-il les moyens et donne-t-il à ses partenaires les moyens de ses ambitions politiques? Les organismes communautaires engagés dans le programme d'accueil et d'intégration du ministère de l'Immigration du Québec identifient 3 moyens incontournables. Le premier, un niveau de financement adéquat. Le second, des normes de programme qui permettent d'atteindre les objectifs de la politique. Le troisième, c'est la responsabilisation, voire l'imputabilité des acteurs et des services publics qui sont concernés par cette politique. Notre rôle comme organisme communautaire est de documenter les impacts négatifs et le caractère discriminatoire des politiques migratoires, mais aussi les enjeux des personnes immigrantes et réfugiées tels qu'ils sont vécus sur le terrain, ainsi que les pratiques porteuses d'inclusion. Tout ça de manière à avoir des arguments solides pour proposer et négocier des changements avec le gouvernement. Nous sommes dans un jeu politique où entrent en dialogue et en négociation le gouvernement d'une part et les acteurs qui défendent les droits des personnes réfugiées et migrantes de l'autre part. Moi, je suis membre d'un réseau qui s'appelle Migrer Europe, et qui est un réseau qui réunit des associations et des individus, des chercheurs, des militants d'une vingtaine de pays entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et ce qui implique un positionnement assez particulier, voilà. C'est-à-dire que Migrer Europe arrive à faire un travail d'analyse des politiques migratoires et des mises en œuvre, mise en place de ces politiques migratoires au niveau européen, au niveau national et au niveau local. Pourquoi c'est très important d'analyser
et de suivre la mise en œuvre des politiques publiques, pour nous, ce que nous faisons, c'est d'analyser les politiques, notamment européennes et nationales, en matière d'immigration, et voir comment celles-là se mettent en place à travers le point de vue des personnes qui sont sur le terrain. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de suivre vraiment la production d'une narration, d'une politique concernant la migration et sa mise en pratique à travers des négociations qui se font à plusieurs niveaux. Notre position, c'est une position critique à ce niveau-là et une position de vigilance, si vous voulez, à ce niveau-là. Évidemment, la ville est à la fois est une institution publique, non pas un gouvernement, mais une administration publique. Donc, on est à la fois dans l'élaboration de nos propres politiques, mais on est beaucoup aussi dans l'exécution de nos politiques parce qu'on est un bureau de projet au BINAM. On déploie 25 initiatives. Et oui, on travaille beaucoup avec les organismes communautaires, beaucoup avec la communauté, je dirais pas seulement les organismes communautaires. On a vraiment voulu s'entourer de chercheurs, de militants, de leaders des communautés. Donc, on travaille beaucoup avec la communauté et on travaille aussi avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Avec la création du BINAM, ce qu'on a voulu faire, c'est jouer le rôle de leadership qu'une métropole d'immigration doit jouer. Donc, on fait beaucoup de choses avec la communauté, on ne fait rien seul, mais on a aussi voulu développer et incuber beaucoup des projets de la ville en lien avec les priorités des personnes immigrantes parce qu'il y a des choses que la ville doit faire elle-même pour assumer sa responsabilité comme métropole d'immigration. C'était les 3 principaux défis. Alors, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 4, mais les principaux défis auxquels votre organisation fait face à vos yeux en matière de prestation de services et en matière de mise en œuvre des politiques migratoires. Sur la question, par exemple, de l'emploi des personnes immigrantes, qui est notre plus grand défi à Montréal, je le répète, parce que on a un retard en matière d'intégration professionnelle par rapport à d'autres métropoles d'immigration nord-américaines. La coordination, l'optimisation des services, c'est un des 5 grands enjeux là, de notre plan. C'est un défi parce qu'on a tellement de richesses, d'expertise, mais en même temps, il y a beaucoup d'acteurs. C'est 200, 300 acteurs. Les rôles de tout le monde sont pas toujours si évident. Puis je pourrais m'arrêter sur un autre défi. J'en ai parlé un peu, les migrants statut précaire ou sans statut même. C'est un dossier qu'on porte beaucoup, j'allais dire seul, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'on porte beaucoup la ville de Montréal, je dirais ça comme ça, sur nos épaules parce qu'on est proche de la population, parce qu'on a un devoir, on pense d'être là pour tous les résidents. 2 dossiers qu'on travaille beaucoup, qui sont des gros enjeux. On travaille beaucoup dans le contexte de COVID. C'est 1, la fracture numérique et 2, l'offre multilingue des services. Fracture numérique, ça a été exacerbé par la pandémie. On a vu des familles nombreuses dans des logements où tout le monde était sur la même bande passante, puis il y avait des enjeux là, d'accès à cette bande passante-là. Et pour ce qui est de l'offre multilingue, on s'est rendu compte que les règles de santé publique n'étaient même pas toujours accessibles aux populations allophones. Depuis juillet 2020, les organismes comme le CSCI travaillent dans le cadre du nouveau programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration. Les organismes ont plus de marge de manœuvre pour proposer des services et des activités adaptées aux besoins de leur clientèle et de leur milieu. Le programme est défini, implanté et évalué en mode agile. C'est un terme de gestion qui est assez à la mode en ce moment, qui signifie finalement qu'on construit l'avion en plein vol. Le programme a été lancé sans que les choses soient attachées. Au fil du temps, les éléments manquants ont été élaborés et diffusés. La base de données, la formation des intervenants, ce qui est tout à fait normal puisque nous sommes en mode agile. On apprend en marchant. Là où ça devient problématique, c'est qu'aucune clause de l'entente ne prévoit de période d'ajustement. On n'a aucun écrit officiel qui n'assure et ne rassure les organismes sur le fait que le ministère de l'Immigration sera compréhensif tant dans la réalisation des services et activités que quant à la conformité de la reddition de comptes. Alors, les organismes doivent offrir les services et rendre des comptes comme si tout avait été attaché
dès la mise en œuvre du programme au 1er juillet. Alors, je vous laisse imaginer la pression que ça met sur les épaules des gestionnaires et des intervenants des organismes. Le second défi, c'est qu'il y a parfois un manque d'arrimage et de cohérence interministérielle qui rend la tâche des intervenants très complexe, voire dans certains cas impossible. Une des problématiques que nous, auxquelles on doit se confronter, c'est exactement celle-là, c'est-à-dire la capacité de, c'est pas des actions et réactions, mais c'est plutôt de réaction et action. C'est-à-dire que des fois, il y a des situations auxquelles on doit pouvoir réagir et une des difficultés, c'est vraiment de la possibilité de mettre en place des réactions à la hauteur. La difficulté a été celle de monter et de réagir au niveau juridique et au niveau pratique à cette situation. Donc, comme association, on a vraiment une problématique qui, selon moi, est dans les termes de vraiment action et réaction. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau des politiques municipales. Il y a tout un débat ouvert entre la nécessité que l'État réponde à ses responsabilités et le fait de soupler à cette manque, c'est-à-dire l'État ne le fait pas, les associations le font, ben ça pourrait amener l'État à dire « Ok, faites-le, on vous laisse les dossiers ». Et un autre élément qui, pour moi, est assez essentiel, c'est que, notamment quand on a des associations qui travaillent pour la défense et l'accès aux droits des personnes étrangères et migrantes, et qu'on travaille dans une position critique des politiques étatiques, la question c'est l'indépendance politique et l'indépendance économique, c'est-à-dire comment arriver à mener des politiques sans être financé par l'État, avoir une indépendance qui nous permet effectivement de mener à bien nos initiatives, nos actions, etc. Comment est-ce que vous avez l'impression que les conditions de votre travail ont évolué au cours des 10 dernières années, donc les conditions de la mise en œuvre de votre activité? Comment est-ce que ça a évolué, que ce soit au plan juridique, financier, social? L'évolution dans les dernières années nous a montré qu'il y a une complexification de la situation, il y a des rôles différents, il y a une déresponsabilisation et du coup l'intervention sur le terrain d'autres acteurs, et donc comprendre cette dynamique-là, et quelque chose que est de plus en plus important à nos yeux, c'est ce qu'on peut appeler soft power aussi, c'est-à-dire que pour ce qui est de la question de la gestion migration, on a tout un niveau disons, étatique, effectivement, qui est celui qui fait loi, disons, mais comment ces niveaux-là se lient à tout un autre niveau, qui est par exemple le niveau du pacte européen sur la migration qui vient d'être publié, ou le Global Compact for Migration de l'AEM. Il y a plusieurs niveaux de création de politiques locales, nationales et internationales en matière de migration qui n'ont pas un statut structuré et du coup, qui est dans cette dimension un peu floue, sont plus compliqués à saisir et la mise en œuvre de ces actions est beaucoup plus floue et c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir de notre point de vue, du point de vue d'une association comme Migrants. En fait, du point de vue de la ville, je pense que c'est pas mal positif dans le sens qu'on a une plus grande collaboration avec le ministère, on a accru notre entente, on n'a pas accru nos compétences par contre. Ça, c'est peut-être un souhait qui était là au niveau politique il y a quelques années. On n'a pas accru notre champ de compétences, c'est-à-dire que dans le cadre de la relation avec le ministère, on est dans le programme d'appui aux collectivités. L'entente avec la ville, entre la ville de Montréal et le ministère se situe vraiment au niveau des collectivités accueillantes, là, ce qui fait que c'est beaucoup dans l'interculturel, les projets plus collectifs. Mais quand même, on réussit dans ce contexte-là à faire beaucoup de choses. Les attentes sont plus grandes aussi. Nous, on a beaucoup mis de l'avant l'évaluation de nos initiatives. Puis, ce qu'on a dit à nos partenaires communautaires, c'est qu'on apprenait ensemble de ces évaluations-là. Le premier grand changement qu'on voit depuis ces 10 dernières années, qu'on a vécu ces 10 dernières années que je veux nommer, c'est le fameux passage print au passis. L'introduction de ce nouveau programme s'est faite avec l'intention clairement annoncée du gouvernement du Québec de faciliter l'intégration des personnes immigrantes et réfugiées.
Eh bien, je dirais que le gouvernement québécois a tenu ses promesses, en augmentant d'abord de façon substantielle ses financements, en élargissant les critères d'accessibilité des services d'accueil et d'intégration. Le gouvernement a aussi donné droit à de nouvelles catégories d'immigrants, leur a donné le droit d'accéder aux services proposés par les organismes communautaires. Le gouvernement a aussi mis en place des allocations financières qui facilitent la participation des personnes immigrantes et réfugiées aux sessions Objectif Intégration, par exemple, qui visent à faire connaître les valeurs québécoises. Et puis pour terminer, peut-être sur ce programme-là, tout ce que ça a apporté de positif, on peut se réjouir de l'ajout d'un volet qui permet aux organismes de financer des ressources en intervention communautaire interculturelle, un programme de jumelage interculturel et des activités collectives qui vont être vraiment adaptées aux besoins de la population qu'ils rejoignent sur le territoire où ils la rejoignent. Donc, les organismes ont une très belle marge de manœuvre pour développer des activités qui vont faciliter la pleine participation des personnes immigrantes sur diverses dimensions.